Radio Classique, l'édito politique avec Le Figaro. Et l'homme du Figaro ce matin, c'est Guillaume Tabar. Guillaume, bonjour. Bonjour Bernard. Victoire serrée, mais enfin tout de même, victoire pour Christophe Castaner qui va donc présider le groupe En Marche à l'Assemblée nationale. Quelle leçon Emmanuel Macron peut-il selon vous tirer de ce scrutin ? Je dirais que pour Emmanuel Macron, c'est à la fois un soulagement et un avertissement. Un soulagement parce que même s'il a été viré du ministère de l'Intérieur, Christophe Castaner représentait la fidélité maximale envers le chef de l'État, oui. Alors que ses concurrents, il a commencé par Aurore Berger, avaient fait campagne sur le thème d'une plus grande autonomie par rapport à l'exécutif. Une défaite de Castaner aurait donc immanquablement été interprétée comme un camouflet pour Macron. Ce n'est pas le cas, donc oui, de ce point de vue, c'est un soulagement pour le président. Mais c'est aussi un avertissement parce que le score n'est pas non plus flamboyant. À peine plus d'un tiers des voix au premier tour et 25 voix d'avance seulement au second, c'est tout sauf un plébiscite, d'autant que sur le papier, il n'y aurait même pas dû y avoir photo. Castaner a une plus longue expérience parlementaire, il a été ministre, il a été chef de parti, puis surtout, il est issu de la gauche comme la majorité du groupe, alors qu'Aurore Berger, elle, vient de la droite et que son obsession des médias l'a souvent fait railler au sein de son propre groupe. Donc qu'elle ait quand même réussi à fédérer près d'une moitié du groupe, moins pour elle que contre Castaner, oui, c'est un avertissement pour Macron. Alors, puisque vous parlez d'avertissement, qu'est-ce qui nourrit, selon votre analyse, le doute et la distance, peut-être même à l'intérieur du groupe LREM ? Vous savez, chez les marcheurs, il y avait déjà ceux qui trouvaient que le quinquennat avait trop dérivé à droite, mais une grande partie de ceux-là était déjà partis. Ce sont les 35, plus d'1 sur 10, qui ont quitté le groupe En Marche depuis 3 ans. Donc, par définition, ceux-là n'ont pas voté. Mais chez les 278 qui restaient, ce qui domine, il me semble, c'est le désenchantement. Faut pas oublier qu'une très grande part de ces députés En Marche n'avaient aucune expérience politique avant d'être élus. Et ils ont vraiment cru, ils ont sincèrement cru que parce qu'ils étaient nouveaux, que parce que Macron avait soi-disant cassé l'ancien monde, eh bien, tout allait bien marcher, que le pays allait se transformer, que les Français allaient les applaudir et les remercier. Eh bien, ils ont découvert que la réalité est plus cruelle, qu'il y a des résistances, qu'ils pouvaient même faire des erreurs de leur côté, et qu'un député, ça sert aussi à se faire engueuler sur les marchés. Alors, gilets jaunes, retraite, confinement, crise économique, tout cela provoque une sorte de spleen chez les marcheurs, et cela les a transformés d'adorateurs de Macron en supporters critiques du président et de son gouvernement. Et c'est aussi cela que ce vote éclaté au sein du groupe En Marche a voulu dire. Merci beaucoup Guillaume Tabar. Guillaume, vous restez dans le coin puisque vous serez tout à l'heure l'un des 2 esprits libres de 8h40 ce matin sur Radio Classique. Il est 8h16 exactement. Voici l'invité. Radio Classique, l'invité de Bernard Poirette avec Le Figaro. Cet invité s'appelle Philippe Douste-Blazy, c'est l'ancien ministre de la Santé, il a été ministre de la Santé, il est aujourd'hui président d'Unit Life. Je précise qu'Unit Life, c'est un système de micro-dons pour lutter contre les carences alimentaires des enfants partout dans le monde. Monsieur Douste-Blazy, merci d'être à ce micro, bonjour. Bonjour. Vous avez peut-être feuilleté Le Parisien ce matin, dans lequel il y a une tribune qui est signée par une trentaine de grands médecins français, notamment une majorité d'épidémiologistes, qui tirent la sonnette d'alarme en disant assez de ce discours totalement anxiogène que nous distille au quotidien le gouvernement. Et ça va pas s'arranger parce que normalement, à l'issue du Conseil de défense de ce matin, ça va encore être un tour de vis supplémentaire. Est-ce que, si on vous avait sollicité, vous auriez signé cette pétition, cet appel, cette tribune aussi ? Alors il y a 2 métiers différents, il y a celui d'épidémiologiste médecin, puis il y a celui de président de la République ou ministre. C'est 2 choses différentes. En effet, il y a 2 moments qu'il faut différencier. Aujourd'hui, où nous voyons une augmentation des cas de contamination, non pas linéaire, mais exponentielle. 50 000 en une semaine. C'est ça, comme on le voyait au mois de février, mars, avril, très bien. Et puis, en même temps, on voit que l'épidémie n'a rien à voir, n'est pas de la même nature que mars-avril. Le nombre de cas graves est très bas, même s'il augmente, mais il est très bas. Et puis, il y a ce qui va se passer début octobre. Ça, c'est autre chose. Or, vous savez ce qui va se passer ? Justement, gouverner, c'est prévoir, selon la formule. Et donc, ça, c'est le métier d'un politique. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut savoir que quand vous prenez une décision sur le plan sanitaire aujourd'hui, c'est dans 3 semaines qu'elle sera efficace. Donc,
En fait, ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est que le président de la République donne une stratégie très claire, lisible et compréhensible de tous. Nous avons deux gros problèmes aujourd'hui. Le problème des tests. Il faut attendre trop longtemps pour avoir des tests et il faut attendre trop longtemps pour avoir le résultat. Alors, le problème, c'est qu'on n'isole pas, du coup, de manière très efficace, les patients positifs. Et ça, c'est un grand sujet en épidémiologie. Pourquoi ? Parce que dès l'instant où vous avez le début des symptômes, dès l'instant où vous avez un petit début de question, vous devez vous isoler et pas attendre que le test soit positif. Oui, mais ce début de symptômes, ça peut aussi ressembler à un début de grippe ordinaire ou à une rhinopharyngite. On va pas rester planqué pendant 7 jours parce qu'on a le nez qui goutte. Peut-être pas le nez qui goutte, mais si vous avez une température, vous avez un petit peu en même temps mal de tête, surtout si vous perdez le goût, il faut immédiatement et pas attendre le test positif. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, vous attendez un test entre 1 jour et 4 jours dans ce pays, et vous attendez ensuite le résultat entre 1 jour et 5 jours. Donc c'est toute la période du confinement, quasiment. Oui, c'est-à-dire c'est la période surtout de la contagiosité. En plus. Et donc une fois que on vous dit de vous isoler, ben en fait ça sert à rien parce que c'est trop tard. Donc ça c'est un grand sujet. C'est un sujet que les Allemands, les Autrichiens, les Coréens, beaucoup de pays ont réglé. Il faut que nous le réglions. Parce que si on n'isole pas les cas positifs, alors évidemment il peut y avoir un problème et toutes les conditions sont requises pour avoir une recrudescence d'une épidémie avec cas graves. Si par contre on teste rapidement avec des résultats rapides et qu'on isole rapidement, on n'a aucun risque. Bon, donc ça c'est juste un problème de technique si vous voulez. Oui. Il faut tester plus et avoir des tests dont on a les résultats plus vite. Oui, en 30 minutes, ce qui existe dans beaucoup de pays. Mais pas ici, pourquoi pas ici ? Mais je ne sais pas pourquoi il n'y en a pas ici, mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'il faut mettre le paquet, comme on dit, avec quelques millions, ça évitera des milliards ensuite si jamais on reconfinait, c'est-à-dire mettre beaucoup d'argent en termes de locaux et d'emplois dans ce qu'on appelle les résidences Covid+, des gens qui n'ont pas de chambre individuelle, par exemple, cela, ou alors des hôtels. Ça fait quand même 3 mois qu'on dit qu'il faudrait réquisitionner des hôtels pour la ville de New York le fait massivement. Évidemment, mais beaucoup d'autres pays, en effet, le font. Et puis, enfin, moi je crois qu'il est important de donner des compensations à la limite financière immédiate en disant vous vous isolez, mais on va vous mettre à l'arrêt. Dieu sait si je suis contre les arrêts de travail en général, mais là, on vous met à l'arrêt de travail immédiatement, vous ne revenez pas dans le métro, dans les transports en commun, dans votre entreprise, et puis vous passez une semaine. Donc voilà, je crois que c'est ça qu'il faut faire, et après il y a une stratégie, dire carrément aux Français ce qu'il faut. Il n'y a que 4 stratégies possibles. La première, comme disait William Dab dans Le Figaro hier, l'ancien directeur général de la santé. Premièrement, vous confinez tout strictement une nouvelle fois. Ça, c'est impossible. Pour des raisons sociales, économiques et bien sûr éducatives. Deuxièmement, vous confinez uniquement ceux qui sont à risque, c'est-à-dire les personnes pas confinées. Vous dites aux personnes âgées et vous dites aux personnes qui ont des affections chroniques, voire des comorbidités, ce qu'on appelle les comorbidités, c'est vous qui êtes le cœur de cible. Oui. Écoutez, prenez vos responsabilités. Préservez-vous. Préservez-vous vous-même. Enfin, c'est pas la peine de vous interdire, c'est pas la peine de vous confiner, c'est pas la peine de vous donner des amendes, mais comprenez qu'il faut quand même diminuer un petit peu vos relations sociales. Troisièmement, c'est le niveau local. Demandez aux maires, tout simplement, et aux préfets, lorsqu'il y a des tensions hospitalières, lorsqu'on voit que la réanimation va être bloquée, va être sursaturée. Comme à Marseille ou Bordeaux, par exemple. Là, par contre, on peut arriver, alors on va décider sur des quartiers, sur des endroits locaux, de reconfiner. Enfin, dernier point, moi, c'est la stratégie que je préconise depuis toujours, c'est mettre le paquet sur les clusters. On sait qu'il y a des clusters. Là, il faut arriver par centaines de personnes, des médecins, des infirmières, des étudiants en médecine. Il faut tester massivement et isoler massivement pour casser les clusters. Si vous cassez les chaînes de contamination, vous n'aurez jamais de deuxième vague. Philippe Douste-Blazy, se pose un autre problème, qui est l'arrivée de la grippe ordinaire, la grippe de saison. Faut-il vacciner tout le monde? Parce que si les gens qui, l'année dernière, tranquillement allaient à l'hôpital parce qu'ils avaient la grippe de saison, ils vont cette année avec un redémarrage du Covid, là ça va exploser à l'hôpital. Alors, ce qui est vrai, il faut vacciner. Il faut vacciner. Alors, le problème de ce pays, de notre pays, c'est que on vaccine, mais on vaccine les personnes âgées. Alors que le réservoir de virus de grippe, ce sont les enfants. Donc, il faudrait un jour qu'on change notre fusil d'épaule et qu'on arrive dans ce pays
à vraiment vacciner les enfants contre la grippe, ce qui évitera, c'est pas pour les enfants eux-mêmes, c'est qu'ils évitent de passer pour ça leur contamination aux grands-parents. Un tout dernier mot, Philippe Douste-Blazy, vous qui êtes administrateur bénévole, je le rappelle, de l'Institut de l'IHU de Marseille de Monsieur Raoult, le plaquenil dont vous demandiez en avril qu'il soit largement diffusé dans la technique de Monsieur Raoult, c'est-à-dire au tout début de l'infection, avec l'hydroxychloroquine, etc., vous n'avez pas eu gain de cause. Non, on n'a plus de gain de cause, et je ne comprends pas quand on voit le taux de mortalité qui existe chez les gens hospitalisés, par exemple, qui décèdent à l'hôpital, alors qu'on sait très bien que les médecins hospitalisent pour la même manière dans toutes les villes de France. Bon, mais c'est 3,1% à Marseille et c'est 17,8% en France. Moi, je pense qu'à un moment donné, quand même, il va falloir tirer les leçons. Personne ne s'est trompé. Il ne s'agit pas de dire je me suis trompé. Il s'agit simplement d'observer la mortalité officielle dans les différents pays. C'est pas un problème de transmission du virus ou de fréquence du virus. C'est juste un problème de santé publique, d'épidémiologie. Merci beaucoup Philippe Douste-Blazy, ancien ministre de la Santé. Et ça s'entendait, en l'occurrence, ce matin au micro de Radio Classique. Je vous souhaite un bon week-end. Merci beaucoup. Il est 8h24 à suivre dans un instant la note américaine de Laurent Saïm autour du 11 septembre. Évidemment, what else?